Fidèles à notre émission, que sont-ils devenus? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, n'est-ce pas? Alors, je précise que sont-ils devenus? C'est pas monde monogami ressuscité, hein. Alors là, ça pas du tout. Mais ce sont des gens qui ont marqué leur époque. Ce sont des gens qui ont un parcours de vie. En gros, monde qui a fait Tibouin Bagaille, bas pays, ok? Et nous avons choisi d'inviter M. Raymond Ocollier, personnage emblématique. M. Raymond Ocollier, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Timon. Alors, quand on parle de Raymond Ocollier, bien évidemment, on pense au Vauclin, etc. Alors, une commune qui vous est chère, M. Raymond Ocollier, vous êtes né où exactement, au Vauclin? Au bout, à la campagne? Alors, je te révèle le secret. Ouais. Je suis né à l'hôpital civil. Ah bon? Mais dès que ma mère a accouché, en ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Échappé mon petit moment est là, ce qui fait que les gens l'ont vu immédiatement avec un bébé dans une serviette. Va leur dire que l'enfant n'est pas né au Vauclin. Depuis ma naissance, je vis au Vauclin. Ah bon, mais tu sais qu'à l'époque, il y avait des matrones qui accouchaient les gens à la maison. Oui, hein. mais moi-même, j'ai même un enfant qui est né au Vauclin, pour te dire. Ah ouais. Donc, commune du Vauclin, évidemment, l'amour de ta commune, est-ce que c'est une commune qui est toujours restée attachée à ton cœur, le Vauclin? Oui, ouais. C'est un truc dingue. Explique ça comment? Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a une espèce de, je vais pas dire de magie, il y a une espèce de fascination, tu vois. Quand je sors du François, par exemple, et que j'arrive au Vauclin, il y a un endroit qu'on appelle Montfinette. Et quand tu arrives là, dès que tu es monté, tu redescends, tu vois la ville qui s'ouvre comme ça devant toi, qui se déploie devant toi. Je suis toujours fasciné comme un enfant, toi, comme un bébé qui découvre quelque chose de magnifique, de merveilleux d'un seul coup, toi. J'ai la mer, la campagne, la montagne. Je suis toujours émerveillé. À mon âge, hein. Parlons-en justement. Alors, ça, à l'époque, il y avait toujours cette comparaison, où c'est Mama Yobou, ou c'est Mama Yobou, bien Mama et la campagne. Tu es dans les campagnes, parce que le Vauclin, il y a pas mal de campagnes aussi, hein, oui. Les deux. Explique-toi, oui. Mes parents ont jusqu'à présent la maison familiale au bourg, à Cité-Belle-Étoile, à côté du collège. Mais en même temps, comme ma mère est là, si tu veux, son papa avait une épicerie avec un bar à la campagne au quartier Bellevue. Ma mère, grand-papa ou quoi? Ouais. Oui. Ouais. Quand mon grand-père est mort, sa belle-mère lui a dit, eh bien, il faut qu'on vienne occuper des boutiques là. Donc, elle faisait les deux. Donc, elle s'occupait de la petite épicerie de campagne et j'ai été aussi scolarisé à la campagne. À la campagne aussi, oui. À un moment donné, et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de comprendre la Martinique profonde. Donc, c'est un territoire, le Vauclin, que tu connais, quoi. Ouais. J'ai l'impression. Alors, parlons-en de la famille. Papa, maman, combien riche, combien c'est, combien frères, famille humble, famille. Tu es pas né avec une cuillère en argent, j'espère. Mes parents avaient. Mon père et ma mère, ils ont eu 3 enfants. Oui. Mais mon père a eu d'autres enfants que nous considérons comme nos frères. D'ailleurs, il y en a un que ma maman a élevé exactement comme si c'était un de ses enfants. Raymond, j'aime pas le terme demi-frère. Non, c'est frère ou bien c'est pas frère. Je n'ai pas le terme. Je te dis que mes parents avaient 3 enfants et que mon père avait d'autres enfants, mais que nous considérons comme nos frères et sœurs, qui sont nos frères et sœurs, comme les autres. Et il y en a même un que ma mère a élevé exactement comme si c'était son propre enfant. Ouais. Alors, quand j'ai parlé de milieu social humble, etc., c'est pas... Mon père était un ouvrier qui travaillait aux ponts et chaussées. On ne disait pas encore la DDE, on ne disait pas encore la DEAL, c'était ponts et chaussées. Et il était cassé roche dans les grands chemins. Et puis après, il est devenu chef de brigade. Il contrôlait une petite équipe d'une douzaine de personnes. C'était quelqu'un de très modeste. Ouais. Alors, les valeurs familiales, maintenant, on en parle de plus en plus, mesdames et messieurs. Chez vous, vous avez constaté que les valeurs familiales, des fois, on les perd. Mais est-ce qu'on les transmet dans la famille? Ça, c'est l'élément important. Valeurs familiales, humilité, évidemment, honnêteté, pas voler bagaille moun, pas demander moun à rien qui taillou. Est-ce que tu as reçu ce type d'éducation? C'est l'éducation que nous avons reçue. Comme l'immense majorité des Martiniquais, c'est l'éducation que nous avons reçue. Moi, les 2 choses les plus importantes que je retiens de cet héritage familial dans l'éducation, mon père m'a appris le mépris de l'argent. Ah. Mépris de l'argent. On en a besoin. Il faut de l'argent pour vivre. Mais le mépris ou l'indifférence? Le mépris de l'argent. Ça veut dire que je ne dois pas baisser la tête devant les puissances d'argent. Je dois gagner ma vie à la sueur de mon front. C'est tes parents qu'on voit la regarder. Oui, c'est mon père m'a appris ça. Mon père était militant communiste, qui a connu beaucoup d'injustices parce qu'il était communiste. D'ailleurs, moi-même, j'ai vécu la double peine. Premièrement, parce que mon père était communiste, il y avait parfois des camarades qui ne jouaient pas avec moi. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ont dit, mais papa, c'est communiste, il ne faut pas jouer. Puis, en plus, il y en avait qui ne jouaient pas avec moi parce que
ma peau était trop foncée. Donc j'ai connu la double peine. En Martinique? En Martinique, même au lycée Chelcher, j'ai connu ça. Wow. J'ai connu ça au lycée. Une sorte de discrimination. Oui, j'ai connu ça. Alors, on me respectait parce que j'avais de bonnes notes. Ça va, tu ce moment-là. Et je revois la scène, monsieur Fitt Duval, qui était l'ancien maire communiste du Saint-Esprit, qui était venu voir mon père, et puis il regardait tous les deux mon carnet de notes, j'avais de bonnes notes, et il me disait, tu sais, un fils de communiste doit être toujours le premier dans sa classe. Alors, je refais la parenthèse. C'est comme ça que j'ai... Alors, mon père, c'était ça. Il m'a appris à ne pas baisser la tête devant les puissances d'argent et à ne pas me laisser acheter. Et la corruption. Ma mère, oui, c'est ça. Il m'a appris ça. La corruption. Il m'a appris très tôt. Et ma mère, par contre, elle m'a appris l'amour des gens humbles. L'amour des gens humbles. Et je me rappelle, je dis ça avec émotion, ma mère avait 90 ans. Et je revois des gens qui venaient la voir, qui lui disaient, « Lise, est-ce que vous songez, les mantes petits, maman n'a pas tenu l'argent, nous te venir dans la boutique là, ou te un pain. » Non, ce n'était pas du crédit. On ne peut même pas dire que c'était du crédit parce que l'argent n'arrivait pas. Attends, la dame qu'on voit là, c'est qui? C'est ta maman? C'est ma mère. Ouais, ta mère, c'est ma mère. Plus âgée, là. Oui. Et les gens venaient, disaient, ou bah nous en pain, ou bah nous en sola mori, ou bah nous petit brin farine. Et ma maman, elle venait. Générosité. Oui, des personnes âgées qui venaient là-bas, qui n'avaient pas oublié. Et, toi, et ma mère avait les larmes aux yeux, moi aussi. Mais tu parles tout ça d'années. Oui, alors, nous allons continuer, si tu veux bien, Raymond. Scolarité primaire, tu as passé au bout du Vauclin, la campagne. Les deux. Les deux, oui. Des camarades de scolarité, est-ce que tu as des noms primaires qui te reviennent en tête? Ah oui, il y en a beaucoup, par exemple. Tout de suite, là, je pense à France Vallée, qui est boucher au Vauclin. Je pense à Chacha Troudard, qui a un commerce au Vauclin. Bon, je pense à Numa Louis-Henri. Ça, c'est les premiers auxquels je pense. Des camarades d'enfance qui sont devenus tes administrés par la suite, on va voir. Oui. Il y a Jean-Michel Jo qui... Jo, pas Jo. C'est les Chabins. Oui. Ah, mais boucs dangereux, ça. Pourquoi dangereux? Lorsqu'ils étaient au lycée, mais quand on dit dangereux, des boucs... Ah non, Jo, pourquoi dire Jo ou Jo? Jo, voilà. Donc, ce sont des amis... J'ai cité quelques exemples, mais... Ouais. Alors... Ton caractère dès le départ, tu es quelqu'un de discret, ou tu es cagoumé à l'école? Je ne crois pas que ça me soit arrivé. Parce que souvent, tu fait ça, papa m'a dit qu'il va m'envoler. Ah bon, ouais. Donc, ou pas autant bon élève, calme, discret. Bon, j'étais un peu espiègle aussi, comme beaucoup d'enfants. Ben oui. Mais beaucoup de désordre, gourmet, non. Oh, ouais. Soit tu fais ça, moi, je prends un bel volet. Justement, est-ce qu'on prend un couleur depuis? Ah, moi, prends. Papa ou maman? Oui, papa m'a mis des belles volets. Parce que c'était comme ça dans le temps. Là, on était obéissant, j'ai un bel volet. Et on te marché doit être pitchet après. Ouais. Par contre, ni le règne de l'enfant, ou en tant là. On va en parler tout à l'heure. Justement, tes goûts. Tu aimais la lecture quand tu étais petit, cinéma, le sport? Je n'ai pas tellement le choix. Parce que mon père était très, très sévère. Et il partait déjà les quitter nous, les jouer, on ça. Donc, j'étais dans les livres. Et mon papa me disait tout le temps, camarade, c'est livre. Donc, je lisais énormément. Bon, le seul, comment dire, qu'est-ce que tu lisais? La bibliothèque rose, le club des 5 Je lisais de tout. De tout. Ouais. Tout ce qui me tombait sous la main, je lisais. La comtesse de Ségur, Je lisais de tout. Je suis même tombé un jour sur un livre écrit par un monsieur qu'on appelle Lénine. Mon papa a eu d'autres livres comme ça. Oui, je lisais de tout. Donc, tu es, on ne va pas dire un intellectuel peut-être précoce, mais tu es plutôt à l'ivresse, on va dire, en quelque sorte. Comme tu veux. Alors, je disais quand même que le seul petit loisir que j'avais, alors ça, c'était vraiment ma passion, c'était le football. Dès que j'avais une possibilité, j'allais jouer au football avec mes copains. Et c'était vraiment une passion. Ouais. Tu grandis, etc. Et l'adolescence, et c'est là qu'on se connaît, le lycée Chelcher. À l'époque, Teniens a fait de passer sans examen, on prenait les meilleurs élèves, tu te rappelles, avec une sélection. Et puis, sans examen, oui. Alors, tu descends en ville. Fort de France, est-ce qu'on t'a connaître qu'on fait regarder à l'enville, l'enville, ou t'as connaître en ville? Non. C'est les mamans qui ramènent nos descendre en ville, quand partir le matin, ou quand entrer le soir, à Grand Kaola. Maman quand même nous on n'allait pas faire beaucoup de choses, on allait juste pour faire des courses lorsque la rentrée arrivait, on allait acheter des vêtements dans certains magasins, Caïmarsan,
par exemple. Les uniques, Oui, chez des commerçants comme ça. Ou bien on allait chez, comment ça s'appelle, Cassis de Linval, quand il fallait faire des prises de sang, des choses comme ça. Donc, j'ai connu Fort-de-France quand je suis arrivé au lycée en 6e. J'étais passé sans examen, d'ailleurs. Et j'arrive, je me revois avec mon gros sac, je suis à la Croix-Mission, je demande aux gens, mais le lycée Cherché, bonjour madame, lycée Cherché, comment tu l'on pas aller, je cherche, on l'est là. Alors, moi, on l'est là, mais on l'est là, c'est où? Je ne sais pas où ça se trouve. Et finalement, à force de demander aux gens, j'ai trouvé surtout le lycée Cherché. Mais tu vois, il y a un petit détail dans ce que tu viens de dire là. Prise de sang. Tu as des problèmes de santé quand tu étais petit? Non, parfois, le médecin demandait que l'on fasse un bilan de vaccination, etc. Il fallait faire une prise de sang. Et c'était à Fort-de-France. Il n'y a pas encore de laboratoire décentralisé comme aujourd'hui, c'est à Fort-de-France. Alors, tu as débarqué au lycée, parmi Sablaoté, ou des paumés complètement en ville là, etc. Donc, à chaque fois que j'évoque ça, d'ailleurs, elle est toujours dans le roman en question, est-ce qu'il y avait un côté élitiste? Est-ce que c'était, si tu veux, le lycée Cherché, l'élite de la Martinique, c'est les meilleurs élèves qu'on retrouvait là, etc. Oui, je le crois. Je le crois profondément. Alors, je dois dire que j'étais en pension chez un camarade de mon papa qui était professeur d'histoire-géographie, au bassin de la Doube, M. André Bernardine, auquel je rends hommage, ainsi qu'à sa famille qui m'ont accueilli, ils m'ont tous accueilli. Et le lycée Cherché, c'était vraiment un établissement élitiste, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de l'ascension sociale. C'est-à-dire que quand tu arrivais, tu voyais des élèves qui venaient de Grand-Rivière, Sainte-Anne, du Robert au Carbet, et c'était les meilleurs de leur commune, qu'on envoyait au lycée. Et nous étions tous, je ne vais pas dire un but, si tu veux, mais nous avions le sentiment de former une élite. Ouais. Et c'était très important. Et ça crée une émulation entre nous. Tu sais, parce qu'après, la connotation a évolué. À la limite, le lycée Cherché, c'était le lycée des comparaisons, des intellectuels, etc. Alors que je sais très bien que tu es quelqu'un du peuple, tu aimes beaucoup les gens. Est-ce qu'au lycée Cherché même, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ont participé à cette émission-là, dans le lycée Cherché même, il y avait une ségrégation entre les gens de Fort-de-France même et puis les gens des communes. Est-ce que tu avais constaté ça? Je n'ai pas vécu ça comme ça. Mais je n'ai pas vu comme ça, mais ça existait. Ça existait. J'ai surtout observé qu'il y avait une discrimination, une ségrégation. Il y a des clans, on va dire des clans. Entre la bourgeoisie foyalaise. La bourgeoisie foyalaise. Par exemple, je ne vais pas citer. Non, je ne cite pas citer, mais les gens qui nous écoutent, qui ont vécu ça, je revois un de nos camarades qui s'était pendu au lycée. Mais il était issu d'une grande famille très respectable. Et bon, il y avait des familles comme ça. On sentait qu'il n'y a pas des quatre mélangés, puis ils de la campagne. Parfois, il y a certains qui, quand nous arrivions le lundi matin, qui faisaient ça. Parce que nous revenions de la campagne, de la commune où il y avait la mer, nous avons senti l'eau de la marée. Tu vois, c'était comme ça parfois. Ouais. Mais, lorsque l'on se mettait au travail, ouais, et qu'on voyait que même si ta maman, c'est des fouilles à pain qu'elle vendait au marché, mais c'est toi qui étais le meilleur en mathématiques. Tout le monde te respectait. Que l'on soit mulâtre, que l'on soit nègre, que l'on soit indien, tu vois, il y avait ça. Et puis la deuxième chose qui nous rapprochait aussi, c'était le sport. Parce qu'on jouait au football toute la journée au lycée. Le midi, le soir, même à l'internat, on jouait. Et ça faisait tomber des barrières sociales. Le fait de jouer... Tu peux converti, effectivement. Ou bien tu es un champion sportif, qui au lieu d'aller au respecté. Tu te respecté. Mais justement, dès le lycée Cherché, tu n'as pas fait l'internat tout de suite, toi? Non, j'ai d'abord été demi-pensionnaire, comme je dis chez le correspondant. On va dire à un moment donné, j'ai été demi-pensionnaire aussi chez ma grand-mère maternelle qui habitait à Sainte-Thérèse. Et là aussi, ça m'a permis de découvrir les quartiers populaires de Fort-de-France. C'est important, ça. J'ai vu naître Volga-Plage, Sainte-Thérèse, après. Et puis ensuite, je suis entré à l'internat en seconde. Ah ouais. Voilà. Donc, tes choix de section, au départ, au cerveau lycée Cherché, mesdames et messieurs, tu avais la section littéraire, les bacs A, et tu avais la section scientifique, ok? Tu étais un littéraire. Il y avait le bac D aussi. Le bac D aussi, sciences nature, enfin bref. Ouais. Tu te considérais plus comme un littéraire, comme un scientifique? Oui, comme un littéraire, oui. Un littéraire, ouais. Tu as fait du latin? Oui. Ouais. Jusqu'à la seconde? De la sixième à la troisième. À la troisième, oui, effectivement. Et c'est après... Les gens peut-être rigolent là maintenant, mais ça m'a beaucoup apporté. Ah oui, ça nous a beaucoup apporté. J'arrive quelque part, je vois un mot quelque part, un mot qu'on ne connaît pas, même la sylviculture, ben, tout de suite je dis en latin, sylvie c'était la forêt. Ouais. Ben, je sais que la sylviculture c'est... Agriculture. Oui. Aquaculture, ben, on sait. Donc l'étymologie même des mots, d'ailleurs en linguistique tu fais ça après, tu retrouves ça. Donc tu étais un classique, tu te sentais un petit peu dépaysé, etc. L'éloignement des parents même au lycée, parce que beaucoup on m'a dit des fois j'aurais ces 3 semaines à consigne, mais en mois,
Les parents, est-ce que ça, tu n'étais pas consigné souvent, toi? Ça m'est arrivé d'être consigné. Oui, ça m'est arrivé d'être consigné. Et puis, tu sais, le dimanche, on était au lycée, on nous emmenait à promenade. Fallait voir. Quand tu sois en 6e ou en terminale, on t'emmenait à promenade. Et on nous emmenait voir un match de football au stade Louis Achille. Et puis, il fallait voir ça. Les autres élèves qui, eux, n'étaient pas consignés, qui nous voyaient arriver à la queue leu-leu, ils se moquaient de nous. Tu vois, c'est une époque. Ah ouais, c'est une époque, ça. Voilà. Donc, l'internat, peut-être qu'après, au service militaire, tu as constaté certains trucs. La notion même de discipline, tu l'avais chez tes parents, mais la discipline de l'internat et de l'armée, c'est pas tout à fait la même chose. Comment tu as vécu ça? Bon, alors, d'abord, l'éloignement des parents. Tu en parlais, le fait qu'on monte en famille le samedi ou tous les 15 jours, c'était très pénible pour moi, surtout quand j'étais en 6e. C'était très pénible, j'avais toujours vécu dans les jupes de ma maman, et là, arrivé dans un monde, et ça a perturbé un peu ma scolarité au début. Ça a perturbé ma scolarité. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais par la suite, je me suis adapté. Mais au départ, c'était très, très, très dur. Pour revenir à la discipline au lycée, je pense que c'était utile. Parfois, il y a eu des exagérations, il y a eu des excès. Mais la discipline qu'il y a eu au lycée, elle était utile. D'ailleurs, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai gardé, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent, qui sont passés par là, et tu as commencé par toi-même, un des plus beaux souvenirs, c'est que malgré toutes les difficultés que nous avons connues au lycée, nous avons gardé de très fortes solidarités. De très fortes solidarités. Les anciens élèves du lycée Schellcher ont gardé de très fortes solidarités. Quelle que soit la commune où je vais, j'ai forcément des copains là. Et voilà, ils sont dans tous les secteurs d'activité de la Martinique. Je suis très heureux, comme je te disais tout à l'heure, que c'était l'élite. L'élite martiniquaise a été, pas exclusivement, elle a été d'abord formée au lycée Schellcher, aussi technique au lycée de Bellevue, qu'on appelait à l'époque le lycée de jeunes filles. Oui, l'élite martiniquaise a joué le lycée a joué un rôle fondamental dans la construction, de la structuration de la société martiniquaise actuelle. Ouais. Par exemple, on va revenir sur c'est peut-être un détail pour toi, mais ça a son importance. L'humour, les petits noms, les surveillants, les Schellcher, est-ce que tu penses que ça t'a emmené quelque chose? Bill, Jabot, Roby, etc. Bon, ça faisait partie de la joie de vivre, du folklore intérieur. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que nous étions méchants. La Fontaine disait, cet âge est sans pitié. Il y avait parfois des excès. Nous avons été excessifs parfois. Quand je dis nous, c'est nous tous, hein. Je ne mets personne à l'écart. Par exemple, je revois un surveillant d'externat qui arrivait chaque midi pour prendre une classe. Alors, comme le lycée est étagé, il y a plusieurs étages comme ça, plusieurs plateaux, il arrivait d'un parking là-bas. Tous les élèves commençaient à crier « Bûcheron !» Bûcheron. Petit chapeau. Ça des centaines de bûcheron. Alors, c'était comme ça. Et les surveillants. Après, tu les as rencontrés, ces surveillants, très bon rapport. Ouais. Oui, après, ça se passe bien. Il y en avait un que les élèves appelaient le chien. Le chien. Il nous a laissé. Il a été sans proviseur après. Oui, on a compris. Celui-là, il passait le soir, il était surveillant. Il était surveillant. Il passait le soir, alors que tous les autres surveillants étaient déjà partis chez eux, leur famille. Il rasait les murs du lycée pour s'il y a un élève qui faisait une petite chape pour le signaler le lendemain pour que l'on soit puni. Le pire, c'est que les noms correspondaient en fait à la personnalité de l'individu. Bon, ce sont des souvenirs du lycée, si tu veux. Donc, alors, est-ce que tu as des professeurs, par exemple, qui t'ont marqué au lycée? Ah ben forcément, je ne vais pas les citer tous. Ouais. Mais non, des figures de proue, alors, on dit ça comme ça. Je vais d'abord citer M. Édouard de Lépine. Oui, professeur d'histoire. Quand nous sommes arrivés, nous détestions l'histoire et la géographie. Et de Lépine est arrivé à nous faire aimer l'histoire et la géographie. La plupart des élèves dans la classe ont fait après des métiers qui ont eu un lien avec l'histoire et la géographie. Un pédagogue remarquable. Je ne parle pas de l'homme politique, je parle du pédagogue remarquable. Il y a aussi mon professeur de philosophie, M. Montabor. Ah, c'était extraordinaire. Au lycée Schellcher? Au lycée Schellcher, M. Montabor. Parce que Jean-José Montabor. C'était Émile Yoyo, c'était Lanier. Oui, Lanier était là. Oui, tout ça. Légitime défense. Oui, il y avait aussi M. Montabor, c'était l'un des petits jeunes qui sont arrivés. Et c'était intéressant parce que il y a parfois des élèves qui sortaient du cours de leur prof, qui venaient s'asseoir en douce derrière pour suivre le cours de M. Montabor. Voilà, ces deux exemples-là. Je ne parlerai pas de Madame Nisette Monjean, qui fut notre professeur d'espagnol, qui nous a fait découvrir, découvrir l'identité caribéenne.
Nous avons fait avec elle une pièce tu te rappelles, un montage poétique qui s'appelle West Indies West Limited, Indies. sur l'œuvre de Nicolas Guillen, écrivain oui, cubain. tout à fait, Et nous étions allés faire ça dans plusieurs établissements et c'était quelque chose. lycée de jeunes filles, on C'était était formidable. allés. Nous sommes allés aussi de jeunes filles, nous sommes allés aussi de Trinité aussi qui venait de s'ouvrir. C'était fabuleux. Voilà, donc tu passais ton baccalauréat, etc. Et la carrière professionnelle, là où j'ai été un plus grand nombre, etc., tu as choisi l'enseignement. Au fond, c'est quoi? Tu as des parents enseignants des... Non, mon père était, je te dis, un ouvrier et ma mère s'occupait d'une petite épicerie. Encore. Et d'ailleurs, elle a arrêté parce que ça ne marchait pas. Elle a dû arrêter vers 1966 à peu près. Ouais. D'abord, l'enseignement, c'est parce que j'étais marqué par certains professeurs qui nous ont marqués vraiment, très impressionnants. Donc, M. de Lépine Non, de Lépine, c'est bien après. Ouais. M. Ducteuil, par exemple, quand nous étions en 5e, professeur de français, professeur de latin, M. Ducteuil. Ouais. Ah, là, c'était où ça? Là, c'est mon premier poste au Collège du Vauclin, en 1981. Mon premier poste, ma première classe, la 6e. Ouais. Tous ces élèves-là, aujourd'hui, ont autour de 50, entre 50 et 52 ans. Donc, tu parlais de professeur de marqué Ducteuil, etc., en français. Oui. Donc, ta carrière continue. Toi-même, tu es enseignant. Là, on voit tes élèves. Tu as enseigné où ça? Dans le primaire, secondaire, dans quelle commune? Alors, j'ai tout fait. J'ai commencé à Fort-de-France. J'ai commencé à Fort-de-France, à Trenel. Quand je suis à la Trenel, on dit, mais la Trenel, où aller là, c'est Vacamon, Oiseau, écoute là. Eh bien, j'ai eu une expérience extraordinaire avec les élèves de Trenel et les parents de Trenel. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai de très bons amis qui sont originaires de Trenel, Citron, Grosse-Roche, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, ça continue, mais quand j'ai parlé d'enseignement tout à l'heure, tes objectifs fondamentaux... Non, attends, je vais finir. Quand tu m'as demandé. J'ai fait... Ta carrière même, oui, voilà. J'ai enseigné à l'école primaire. J'ai même travaillé à l'école maternelle. J'étais l'un des premiers hommes à être maître en école maternelle à l'école de Mout. J'ai fait un petit peu à Sérénade, mais à l'école de Mout aussi. Ensuite, j'ai été enseignant à Rodidier, l'école de Rodidier, là où on met l'eau en bouteille, là, à Rodidier. Là, c'est pratiquement la campagne. C'est pas Plateau Didier, c'est Rodidier. Là, c'est la campagne. Il y a des enfants là-bas, à l'époque, qui n'étaient jamais descendus en ville. Bon. Et puis après, je suis monté au Vauclin parce que j'ai considéré que Vauclin, il ne fallait pas que je quitte le Vauclin. Oui. Donc, tu as une expérience quand même assez plurielle. Travailler au Lamentin aussi. Oui, le Lamentin aussi. C'est le souci de transmission. Ton côté proximité, ton côté lien social, tu aimes t'occuper des gens, le souci de l'avenir des jeunes. Enfin, vraiment, que jusqu'à maintenant, il y avait quand même certaines rigueurs dans l'éducation. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ pour ce... J'aime bien ce métier parce que c'est l'amour de la transmission, voilà, la transmission du savoir. Voir pétiller dans les yeux d'un enfant, dans le regard d'un enfant, la joie d'avoir compris, regarder son cahier, il a réussi ses exercices, il a réussi ses devoirs. Eh bien, c'était ça, je crois, la joie. C'était pas de l'argent, bien qu'on me payait pour faire ce travail-là, mais pour moi, le véritable bonheur, c'était lire dans le regard d'un enfant qu'il avait compris, qu'il était arrivé le cerveau vierge le matin, que là, il avait compris des notions, soit en français, soit en histoire, soit en mathématiques, soit. Ça, c'était une vraie joie. En matière de formation, tu me parles également d'école normale. Tu avais combien de temps à l'école normale? Tu as aussi là combien de temps? 2 ans, la formation initiale à l'école normale, la Pointe des Nègres, parce que je suis arrivé quand la Croix-Rivaille a fermé. Et puis par la suite, quand j'ai passé le concours pour être professeur de collège, je suis retourné au centre de formation des professeurs. Ouais. Et puis simultanément, j'étais à l'université. Ah oui. Pendant que tu fais ta formation, J'étais aussi à l'université. Moi, tu n'as pas fait Viseuse, non. C'était trop vieux pour toi. Je suis arrivé quand Viseuse fermait. Comme c'est directement sur le campus, qui n'était pas encore l'université, c'est le centre universitaire. D'ailleurs, il y a eu des grèves sérieuses à cette époque-là. J'ai commencé là. Voilà. Donc, formation, etc., métier, profession, enseignant. Et puis, la musique, alors. À quel moment tu t'es découvert l'âme d'un chanteur, n'est-ce pas? Est-ce que papa de chanter? Tu avais quelqu'un qui t'inspirait? Comment ça se passe? Non, j'ai toujours aimé chanter. Depuis ma et le lycée, on va chanter. Parce qu'on avait un orchestre au lycée aussi. Non, c'est pas pareil. J'étais complexé, là. J'étais complexé. Alors, je t'explique. Je chantais dans la salle de bain. Parce qu'il y avait une espèce de résonance dans la salle de bain. Ça faisait comme si c'était la réverbération qu'on a dans les sonorisations d'aujourd'hui. Et j'aimais chanter comme ça, dans la salle de bain. Bon. Et puis, ce qui fait que j'ai commencé finalement un jour, c'est parce que j'ai un copain qui s'appelle Philippe Darsovi, auquel je rends hommage, qui a été guitariste dans style jazz, dans Capricorne. On a créé un orchestre ensemble à l'époque. Eh bien, lui, il se cachait dans sa chambre et il apprenait à jouer de la guitare, tout seul, en autodidacte. Pendant que d'autres allaient faire d'autres choses, il se cachait, il apprenait à jouer de la guitare. Et puis un jour, comme ça, on a essayé de faire un petit quelque chose ensemble. On a commencé comme ça, tout simplement.
Mais c'était pas encore dans l'idée de faire un orchestre. On faisait des petites choses, quoi. Et moi, j'étais Vous avez complexé. trouvé d'autres complices, vous et Varsovie. Non, ça, c'est venu après. Ouais. Mais au départ, quand tu m'as demandé comment j'ai fait pour entrer dans le chant, alors c'est arrivé tout bêtement, c'est parce que un jour, je suis dans la salle de bain en train de chanter un morceau en espagnol, et j'entends ma maman qui dit à ma soeur, mais va regarder, qu'est-ce que les gens veulent là? Alors, derrière la maison, il y a un escalier qui conduit à la rue. Alors, il y a des gens qui sont là. Ma soeur va leur dire, mais oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il dit, non, c'est rien, on est en train d'écouter le monsieur chanter. Des gens c'est client multiclin. Ouais. Non, ça c'était au bourg, ouais. La maison du bourg. Il y a une rue qui passe derrière, il y a un escalier, et derrière, il y a des gens qui sont là dans la rue, dans l'escalier, ils sont là. On dit, qu'est-ce qu'on fait dans l'escalier de la personne? Il dit, ben, non, rien, madame, excusez, on est en train d'écouter le monsieur qui chante. Mais le monsieur le jeune. Donc, maman, c'est là, pas même ça, plus bas qu'à chanter. Non, elles m'entendent. Il ne faut pas attention à ça, parce que je chante tous les jours dans la salle de bain. Mais il y a des gens qui passent, que ça arrête, et là, et puis ils écoutent. Alors, quand j'ai raconté ça à mon copain Philippe Varsovie, on est allé, puis on a essayé. Voilà, ça a commencé tout bêtement, puis d'autres copains sont venus s'agglutiner. Voilà. On fait grâce des détails. Donc, oui. On a connu, évidemment. Mais au lycée, oui. Je n'ai jamais chanté au lycée parce que j'étais complexé. Je pensais toujours qu'on se serait moqué de moi. Tu penses bien? Je venais de la campagne parce qu'il y avait cet esprit-là. Oui. Tu n'avais pas. L'orchestre du lycée s'appelait Les Dégueulasses. Je me rappelle, il y avait Eric McNee à la guitare. Voilà. Ouais. Non, moi, je n'ai jamais chanté au lycée, tu te rends compte? Alain Geneviève, moi, quand chanté, ouais. Par contre, on chantait dans les salles d'études le soir. On chantait. Il y avait beaucoup de chanteurs spontanés. Voilà. Effectivement, je me souviens. Marius Priam était là, des dessins pris venaient des fois le soir. Même Ralph Lama au début. Oui, il y a plein de types qui venaient, on chantait comme ça, la bonne franquette. Alors, ça continue, et puis alors là, il y a eu quand même une autre expérience, parce que là, on est dans une autre dimension, petit, on va faire le bœuf et puis comment on doit. Mais tu as l'expérience puissance 8. Alors là, comment, raconte-moi la genèse de cette affaire-là. Bon, à un moment donné, ils m'ont demandé si je voulais venir avec eux, je suis allé. Et j'ai fait une expérience assez singulière avec eux. C'est là vraiment que j'ai découvert la Martinique profonde. Orchestre populaire. Je traversais la ville de Fort-de-France avec José Rébus, par exemple. On partait depuis le boulevard Général de Gaulle. On allait au parking des taxis. Pratiquement tous les 4 ou 5 mètres, il y a des gens, des vendeuses, des gens modestes, des gens qui vont nous marcher. José, ça on fait. Et à samedi, mon lait pour Miramar. Et des gens que je n'avais jamais fréquentés, que je ne connaissais pas. Et les gens venaient, c'était des gens très simples, très humbles, et qui échangeaient avec nous. On arrivait sur le parking des taxis. Sur le parking, il fallait voir les gens de tous les taxis qui venaient, qui discutaient avec nous. Oh, dis-moi, je t'ai à côté des autres. Pourquoi qui t'entre à monter Printagnan? Bon, et c'était comme ça. Et par exemple, je me souviens un jour, j'étais très, très touché de voir qu'à Grand-Rivière, il y avait le bal des marins pêcheurs. Il fallait voir les jeunes filles qui avaient entre 15 et 17 ans qui allaient danser avec des messieurs de 50, 60, 70 ans. Il n'y avait pas de barrière sociale. C'était quelque chose de formidable. Les gens discutaient. On allait chez eux, ils nous faisaient goûter des titiris, je ne sais pas comment ils appellent ça. Des titiris, oui. On mangeait avec eux. Ils discutaient, ils nous parlaient des problèmes qu'ils rencontraient. Quand on allait jouer au Lorrain, par exemple, ils parlaient de ce qui s'était passé à Vivey, à Chalvet, tout ça. C'était vraiment une école pour moi. Alors, justement, on ne peut pas parler de puissance 8 sans ne pas évoquer parler de Macambou. Le manager Galama vous fasciné. Un chauffeur taxi, bon, grand progrès en main, c'est les caches d'instruments. Tu étais plus ou moins admiratif devant ce gars-là. Oui, c'est un homme pour lequel j'avais un certain respect quand même, parce que il avait ses défauts, comme chacun d'entre nous. Il a ses défauts. Mais là où il était, le gars, ce n'était pas un homme instruit. C'était pas un homme instruit, mais il savait utiliser son intelligence. Et il a fait de Puissance 8 ce que Puissance 8 est devenu. Il savait négocier. Même ses créoles, il parlait grand français, mais il était juste clac, 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 clac. Et tous les musiciens étaient derrière lui. En plus, il se comportait avec eux comme un père de famille, souvent. Il y a des fois où il y avait des difficultés, il y avait un bal qui n'a pas marché, l'argent n'était pas rentré. Eh bien, il donnait l'argent aux musiciens. Il dit, bon, mon gars, ça après. Ah non, mais c'est formidable, ça, ce genre de... Tu vois, à sa manière, comme tu dis, c'est pas encore intellectuel, Macambo, mais c'est un gars que, c'est pas moi, j'ai toujours admiré ce gars-là. Il dit, ouais, Dogo, si, attention, on ne pas faire ça au lait de Macambo, hein. Donc, voilà, c'est l'époque Puissance 8. Est-ce que tu as voyagé avec Puissance 8? Oui. Nous sommes allés... Guadeloupe, en France. Oui. Je suis allé à Paris, à Lyon, à Marseille, à Cannes, à côté de la salle du festival, au Havre, à Rouen. Enfin, on a pas mal tourné en France. Mais alors, ça va la côte aussi, hein. Et puis, c'est oui. Moi, je me rappelle du premier bal que je jouais avec à Paris, où
La salle était remplie, les gens sont venus de partout et il fallait voir ça. Les gens, il n'y avait pas d'endroit pour danser. Les gens dansaient dans les escaliers. Pas tu t'imagines ça. Mon cas dansait dans l'escalier. Avec les léopards, j'ai connu ça. Ouais. Oui, c'était comme avec les léopards. Alors, bon, ça c'est la parenthèse, puis ensuite, là maintenant on va aborder la politique. Comment y arrive en politique? Tu sors du lycée, tu es instituteur, tu es professeur. La chose politique en elle-même. Tu m'as dit qu'avec Mazaraki de l'Épine, j'ai compris certainement que tu avais déjà une certaine approche de la chose politique, quoi. Alors la politique, c'est deux personnes. La première, c'est mon père, qui a fait avec moi comme Obélix. Obélix est tombé dans le chaudron quand j'étais petit, mais quand j'étais petit, mon papa me mettait sur ses épaules, il m'a écouté des conférences. C'était mon papa, d'abord, qui m'a plongé dedans. Et j'ai compris. Et puis la deuxième personne, elle a joué le rôle le plus important, c'est que quand je suis arrivé à l'université, j'étais passionné par l'économie. D'ailleurs, j'ai à un moment donné étudié aussi les sciences économiques, parce que j'ai compris que tout commence et que tout termine par l'économie. L'économie est au centre de tout. Et ça me fait rigoler. Je vais expliquer pourquoi ça me fait rigoler. J'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup apporté sur le plan de la science économique, c'est Jean Couzol. Le docteur Jean Couzol, professeur des universités, c'est lui qui m'a convaincu que, voilà, François Mitterrand est élu, on a déjà assez parlé blablabla, l'heure est venue d'agir. Il faut agir, il faut être dans l'action. Assez de bavardage. Mais je suis venu avec le Parti socialiste. J'y suis resté 30 ans. Tu avais quel âge quand tu as J'avais 25 ans. J'y suis resté 30 ans, jusqu'à ce que je démissionne. Ouais. Alors, tu entres au Parti socialiste, etc. Tes débuts en politique, tu as parlé de ça, les influences. Des hommes comme Césaire, comme Fanon, cette littérature-là, est-ce que tu l'as possédée également? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ce sont des hommes pour lesquels j'ai toujours un très grand respect, même si sur certains points je n'étais pas d'accord avec celui-ci ou celui-là. Pour un exemple, Fanon qui est considéré comme un géant en Martinique, il y a un point sur lequel... Tu n'es pas tout à fait d'accord? Ouais. Oui, je ne suis pas en accord avec lui parce que je trouve que Fanon, il est resté trop silencieux sur le fait que quand on parle de la traite des Noirs, de l'esclavage, toutes ces choses-là, c'est l'espèce de voile qui est jeté sur le fait que ce sont des Arabes qui ont commencé la traite négrière au 7e siècle pendant plusieurs siècles, beaucoup plus longtemps en tout cas que la traite européenne, et on passe ça sous silence. La traite transsaharienne, où des millions d'esclaves on les a fait traverser le Sahara, on les a conduits jusqu'en Asie. Il y a une espèce de silence dessus et je ne comprends pas. Bon, enfin. Non, mais là, c'est l'homme de culture. C'est quand tu as commencé. Parce que quand j'ai commencé à fouiller, par exemple, sur le. Bref, là, c'est pas. C'est moi. Je t'interroge là. Alors, la politique, donc tes influences. Alors, tes premières expériences électorales. Tu dis, bon, je me jette là, boum. Qui est-ce qui était maire du Vauclin à l'époque? Non, ma première expérience électorale, c'est pas le. Expérience. Oui. Oui, je te parle des élections réelles. Hein. Oui. C'était le Vauclin. C'était un médecin qui s'appelle le docteur Juston, qui était maire à l'époque. Et bon, je n'ai pas été élu. Nous avons obtenu 7 sièges au conseil municipal en 1989. Et puis ensuite, nous sommes revenus en 1995. Et là, notre liste a été élue. Alors, tes expériences municipales, évidemment, donc, ta liste a été élu de proximité. Est-ce que tu as fait la commune évoluer en matière d'infrastructure, etc. Bon, donne-moi un petit peu un bilan rapide hein, de ce que tu as pu faire au Vauclin pendant... Tu es resté combien d'années 26 ans. Alors, tu as dû en voir des choses. Donc, tu me poses une question qui me gêne. Ah bon? Tu me dis, on a fait la commune évoluer, qu'est-ce qu'on a fait un bilan? J'ai pas envie de parler de ça. Ça peut paraître bizarre, j'ai pas envie de parler de ça. Je préfère que ce soit les Vauclinois qui disent voilà ce qu'on a fait pendant 26 ans. Nous avons été élus, réélus chaque fois, dès le premier tour, très largement. Ça veut dire que soit les gens sont fous, ou bien ils sont aveugles, ou bien ils sont couillons. Or, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas couillons. Ils nous ont gardés pendant 26 ans, et quand je regarde l'histoire du Vauclin, c'est la première fois qu'un maire est resté aussi longtemps. Mais donc c'est parce que... C'est pour ça que je te demande ça. Hein. Non, je ne vais pas parler... À un certain moment, tu avais un bruit qui courait. À la limite, c'est à la demande de la population que tu as... Oui. Pas dit un baroud d'honneur, mais tu es revenu aux affaires. Non, c'est parce que j'avais déjà dit que je partais. Je partais pour m'occuper des affaires du Seigneur.
la population m'a demandé de... Donc j'ai compris qu'à ce moment-là, la personne ou les personnes auxquelles je voulais transmettre le flambeau ne voulaient pas, n'étaient pas prêts, donc je suis revenu. Voilà, jusqu'à ce que les conditions soient... Par exemple, maintenant, oui. Si on te consulte, est-ce qu'on peut répondre? On t'appelle le non conseil, tel bagage, etc. Mais ça se fait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui m'appellent, qui m'écrivent, qui viennent me voir, que ce soit des gens du Vauclin ou d'ailleurs, parce que comme j'ai été aussi vice-président du conseil général du conseil régional, il y a des gens, parfois, il y a des gens qui viennent me voir pour les aider à monter des dossiers auprès de certaines administrations. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas leur dire non. Je suis là pour aider. Ouais. Donc on a des photos qu'on a vu passer là. Là, par exemple, alors on va décrire un petit peu. Là, tu es en plein... Là, c'est monsieur Marie-Louise Chancel Vauclin, qui est le plus ancien, toi les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à cette guerre et nous l'avons mis à l'honneur à côté de sa famille. Là, je vois tout ton état-major autour de toi. C'est la famille? Non, c'est la famille. La famille, ouais. Oui. Tu es très attaché à ça parce que je vois dans ce que j'avais prévu le respect des aînés, des gens qui y ont fait. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir une fois de te rencontrer dans Chansons d'hier, dans Les Bouches d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es toujours attaché à ça, à la reconnaissance? C'est très important d'avoir de la reconnaissance pour les anciens. Parce que ce sont les anciens qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Là, c'était au congrès des maires, avec le maire du Saint-Esprit, le maire du Diamant de l'époque, et la secrétaire de l'Association des maires de France. J'étais venu présenter le livre que j'avais écrit à l'époque, qui s'appelle « Alors tant pis, je dis la vérité ». On peut scanner, je ne sais pas si on l'a en régie, « Alors tant pis, je dis la vérité ». Alors là, comme on dit, tu vas te mettre à table. Alors, le roi annonce, voilà, tant pis, je dis la vérité. Lorsque tu as annoncé la sortie de ce livre, est-ce qu'il y a des gens qui tremblaient? Oui. On parle sérieusement là? Oui. Il y a des gens qui... Parce que tel que je connais tout, je dis avec mon barrage de parce que là, tu ne mets pas ta langue dans ta poche, là, on bouge, on dit, on va parler bail. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui pensaient que j'allais dénoncer certaines personnes. Or, ce n'était pas mon objectif du tout. Mon objectif, c'est de mettre le doigt sur certains comportements, mettre le doigt sur certains préjugés qui structurent la société martiniquaise, mettre sur la table des questions qui ne sont jamais abordées dans le débat public. Il y a des choses que je dis dans ce livre dont on ne parle jamais. Ouais. C'était ça l'objectif. Mais ça, ce n'est pas pour moi de taper sur les gens. Non, mais tu peux me dire que du bon moment, tu vas dire toute la vérité, mais on t'a dent. Alors, qu'est-ce que tu rétorques à ces gens-là? Mais ça dépend. Je dis à personne de lire le livre. De quoi je parle? De quelle vérité? De quoi s'agit-il? Voilà. J'ai donné des exemples. Il y a plusieurs chapitres. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle de la vie chère. On parle de la vie chère, tout le monde, le pouvoir d'achat. Eh bien, moi j'ai expliqué, mais pourquoi la vie chère aujourd'hui? C'est pas parce qu'il y a l'octroi de mer, parce que, c'est parce que lorsqu'on a mis l'euro en place, il y a une chose qu'on n'a pas faite, on n'a pas fait la conversion obligatoire. C'est-à-dire que toutes les choses qui coûtaient 1 franc, il fallait faire la conversion à 15 centimes, ce qui coûtait 2 francs, il fallait mettre 30 centimes obligatoirement. Le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, il a laissé faire. Résultat, les grandes multinationales, les grands laboratoires, les grandes multinationales agroalimentaires s'en sont donnés à cœur joie. Et puis, tout ce qui était 1 franc est devenu 1 euro. 2 francs, 2 euros. Voici la racine. Ouais. Aujourd'hui, pour lutter contre ça, c'est complètement dingue. Voici un exemple. Bon, j'ai donné l'exemple aussi dans le domaine du chômage, par exemple. Il y a des tas d'hommes politiques qui viennent dire que, bon, on va créer des emplois, on va développer l'emploi. Bon, alors ça me fait doucement rigoler. C'est pas des hommes politiques qui peuvent créer des emplois. Ce sont les chefs d'entreprise et eux seuls, ils peuvent créer des emplois. On peut créer 2 ou 3 postes de fonctionnaires, mais si on veut créer des emplois, ce sont les chefs d'entreprise qui créent des emplois. Or, dans ce pays-là, Martinique, les chefs d'entreprise sont considérés le plus souvent comme des exploiteurs, comme des voleurs, comme des escrocs. Dès que quelqu'un investit, parce qu'il veut gagner de l'argent, ben c'est un escroc. Oui. Non, mais justement, ce que tu évoques là, cette réalité, je fais référence à des gens comme Cabor Masson. Il y a des gens qui ont dénoncé un certain système lorsqu'ils te parlaient du colonialisme, quoi, de la mécanique même du colonialisme. Et il y avait des gens qui étaient particulièrement ciblés. Est-ce que toi, ça t'a interpellé à un certain moment? Quoi? Le fait de relire l'histoire, de remettre les responsabilités à tout le monde, quoi. Oui. Ou ça, bien qu'il y ait des gens qui ont fait ça. Ouais. Oui, mais justement, c'est là, j'ai voulu dépasser ce débat, parce que j'ai compris que l'on racontait aussi beaucoup de choses qui sont fausses. Je prendrai un exemple. Le chlordécone, tiens. Et puis, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi sur dans le débat politique. Je prends l'exemple du chlordécone. C'est délicat, là. On est dedans toujours, là. Oui, moi, je ne suis candidat à rien. Je suis candidat à rien. Donc, je dis la vérité. Ce que je crois être ma vérité. Sur le chlordécone, les gens qui ont fauté
doivent être sanctionnés par la justice. C'est clair? Pour qu'on ne dise pas Pollueur, qu'au collègue qui a soutenu mon envis. Ceux qui ont fauté doivent être sanctionnés par la justice. Mais, par-delà, pourquoi on est contre le chlordécone? C'est parce qu'on dit que c'est susceptible de donner le cancer. Oui. Or, il y a d'autres choses qui donnent le cancer. Interrogez n'importe quel médecin, n'importe quel infirmier vous dira qu'aujourd'hui, la plupart des gens en Martinique qui ont le cancer, dans les hôpitaux qui sont traités, c'est pas le chlordécone, c'est d'abord l'alcool et le tabac. Vous avez des paquets de cigarettes sur lesquels il y a marqué « fumez-tu ». Il y a la photo d'un poumon sain et d'un poumon malade. Et on continue à vendre le tabac, on continue à vendre l'alcool. Et ça donne le cancer. Et pourquoi on ne dit rien? Donc c'est parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens martiniquais qui veulent absolument racialiser le problème martiniquais. C'est parce que ce sont des béquets qui ont vendu ce pesticide qu'on appelle le chlordécone. Et il y a des gens qui font de la haine anti-béquet le fonds de commerce. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de transcender un certain nombre de préjugés à la Martinique. On veut que les chefs d'entreprise, notamment, pas seulement, notamment les béquets, puissent créer des entreprises, donc créer des emplois. Il ne faut pas passer toute notre journée à les traiter de toutes sortes de noms. D'exploiteurs, de tout ça. Oui, parce que si vous voulez, un chef d'entreprise, qu'il soit béquet, mulâtre ou nègre, il n'a aucun intérêt à investir en Martinique. Vous entendez ce que je vous dis là? Aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, dans la Caraïbe, en Amérique centrale, il y a beaucoup de pays où le SMIC n'existe pas, où la couverture sociale n'existe pas. Donc, ils ont intérêt à l'investir là. Là, on les accueille les bras ouverts. Chez nous, il faut payer le SMIC. Chez nous, il faut payer les cotisations sociales. Il faut payer les charges sociales. Ouais. Mais qui est-ce qui dit ça, ce genre de discours-là? Venant notamment de gens que l'on considérait à l'époque comme des gens de gauche. On ne dit jamais des choses comme ça. Voilà, on ne va pas en faire une émission politique totalement, mais on va dire, est-ce que tu as eu des déceptions dans ce domaine-là, le domaine de la politique, dans le domaine du comportement de ces... On ne cite pas de gens. Hein. Oui, Est-ce qu'il y a eu des conflits d'intérêts qui t'ont gêné également Non, mais c'est pas ça qui m'a le plus gêné. Le plus gêné, c'est même pas ça seulement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont... J'ai démissionné du Parti socialiste, il y a 30 ans, et j'ai laissé la politique. Je suis sorti de la politique. Parce que j'ai compris qu'une chose fondamentale, là nous allons faire de la philosophie, c'est pas de la politique, une chose fondamentale. Il nous reste encore combien de temps à peu près 15 minutes, oui. 16 minutes. J'ai compris une chose, le monde est malheureux. Si vous interrogez les gens de là-haut, le monde est malheureux. Il est de plus en plus malheureux. Le monde est en souffrance. Et les hommes politiques ont beau faire. Et ils auront beau faire. La solution, pourquoi le monde est malheureux, pourquoi la Martinique souffre, pourquoi le monde souffre, c'est parce que les hommes se sont détournés de Dieu. Voilà, et on arrive c'est bizarre, hein? Coïncidence bizarre, on arrive, ton choix spirituel, est-ce qu'il y a un sentiment d'usure par rapport à la chose politique, est-ce que c'est un choix familial, je vais appeler ça l'éveil. À quel moment tu as eu... Je finis ma phrase, je vais expliquer. Les deux sont liés. Là, on a une phase de transition. Là, hein? Ouais. Les deux sont liés. Dans le monde, là, lors d'un séjour en Israël, j'étais allé à Jérusalem avec un groupe de personnes qui se faisaient baptiser d'un jour. Ouais. Reviens à ce que tu disais là. Ouais. Alors, dans le monde, si on veut que la société fonctionne convenablement, le vivre ensemble, prenons un exemple concret, il y a des lois. Il faut respecter les lois. Si on se conforme aux lois, eh bien, les choses avancent. Prenons un exemple. Nous sommes sur la route. On est sur la route. Pour éviter les accidents, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun respecte le code de la route. Code de la route, code civil, etc. Respecte le code. Dans la vie de tous les jours, que ce soit la vie économique, sociale, culturelle, sportive, politique, tout ce qu'on veut, c'est exactement la même chose. Le Créateur, il a créé des lois. Si nous respectons les lois, il y a l'harmonie entre les hommes et les femmes dans le monde. Et c'est quoi la loi fondamentale qu'il a créée? C'est la loi d'amour. Lorsque le Créateur dit « Aimez-vous les uns les autres, tuez-moi ton prochain comme toi-même », tout est dit là. Voici la loi fondamentale. Et ça passe partout. Tu veux prendre quel que soit le domaine, aimez-vous les uns les autres, tuez-moi ton prochain comme toi-même, c'est la règle fondamentale. Je travaille dans une entreprise, j'ai des employés. Si l'entreprise fait des bénéfices conséquents, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein. Il y a des problèmes parfois dans les entreprises. Mais quand ça marche, si l'entreprise fait des bénéfices conséquents, les employés le voient. Ils savent bien que ça marche, qu'on gagne beaucoup d'argent. Eh bien, rien n'interdit au patron
au chef d'entreprise, la loi dit qu'il faut donner le SMIC. Mais la loi ne l'interdit pas de donner plus que le SMIC. Quand la situation le permet, quand la situation économique le permet. C'est un exemple. Bon, et il y a des gens qui passent leur temps, il y a des commerçants et des artisans qui sont honnêtes. Je le répète, qui sont honnêtes. Il y a beaucoup de commerçants honnêtes et intègres. Beaucoup de commerçants et artisans qui sont honnêtes et intègres. Mais il y a aussi beaucoup de commerçants et artisans qui passent leur temps à couillonner les consommateurs. Le profit, l'exagération, ce qu'on appelle la profitation en créole. Si nous appliquons la loi d'amour, on n'a pas qu'à faire profitation. On n'a pas à prendre un fruit à pain, on n'a pas ni de l'eau, ni l'engrais, et puis on va aller vendre un fruit à pain à un prix excessif dans le marché. Un exemple, on va prendre. On peut prendre dans tous les domaines, c'est pareil. Dans le domaine de la musique. Tu parlais tout à l'heure de M. Macambou, de Puissance Sud. Il y a une époque, tu as connu ça. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui manageaient des orchestres et qui organisaient des embûches, des traquenards contre les autres orchestres, en fait. Casser balle, casser balle, mon enfant. Pourtant, on l'a marché. Oui, je te dis. Tu prends un couple, par exemple. Un couple. Pourquoi il y a beaucoup de couples qui se fracturent, qui explosent? Eh bien, si l'homme n'est pas respectueux, la loi d'amour toujours, si j'aime ma femme, je ne l'injurie pas. Si j'aime ma femme, je ne la frappe pas. La loi d'amour. Et puis il faut respecter corps aussi. Oui. Parce que toi, pour irradier de la lumière, il faut la faire entrer en soi d'abord. C'est là où vous pour diffuser de la lumière, il faut en avoir. Si j'applique la loi d'amour, je respecte mes parents. Et les parents respectent les enfants. La loi d'amour, toi, appliquée dans n'importe quel domaine. Je suis enseignant, j'avais des élèves qui étaient faibles, eh bien, on me paye pour travailler de telle heure à telle heure, mais il m'arrivait parfois de prendre des enfants à telle heure, ou bien de dire aux parents, non, voyons ce petit-là. La loi d'amour. Tu veux que l'enfant réussisse. Tu veux que l'enfant réussisse. Voilà. Donc, on arrive. Alors là, il y a une question. Alors, tu as posé une question? Oui. Une autre question. On parlait de civilisation. On a vu parce que ça peut être de la transition aussi. En musulman, il y a notre idéologie qui, tu vois, il y a eu les civilisations. Il y a les valeurs fondamentales, mais il y a les civilisations qui ont modelé des hommes aussi. Par exemple, pas ton regard, par exemple, sur l'Église. Quelle est la question précise? Je n'ai pas compris la question. Les civilisations. Par exemple, un islamique, il a une autre conception de la religion qu'un catholique. Oui, parce qu'il y a une autre histoire, etc. Mahomet, qui est un prophète, il arrive 700 ans après. Est-ce que les civilisations jouent un rôle important aussi? Mais toutes les civilisations jouent un rôle important. D'abord, toutes les civilisations ont été, comment dirais-je, elles se sont construites autour des religions. Ouais. Toutes les grandes civilisations se sont défaites autour des grandes religions. Sur tous les continents, c'est comme ça. Donc il y a des interprétations différentes. Par exemple, un exemple. La philosophie Rasta, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais la philosophie Rasta, c'est un bon exemple. Ouais. Quand ils disent qu'ils parlent de Dja, leur philosophie, c'est autour de Dja. Dja, c'est le Dieu. Ouais. Enfin bon, c'est un peu... on ne va pas entrer dans les détails. Non, on ne va pas prendre de position, mais... C'est parce qu'ils ont une certaine idée de Dieu, du Dieu qu'ils servent, et des codes moraux, des codes éthiques que ce Dieu-là présente, défend, recommande, prescrit, qu'ils essaient de vivre en conformité avec ce code moral-là. Ouais. Donc voilà, c'est un regard général. En tout cas, tu lis beaucoup, tu analyses beaucoup, mais ta force motrice, c'est l'amour. Ma force motrice, c'est l'amour. Non pas simplement l'amour, parce que c'est l'amour, mais c'est parce que moi, je suis... On a dit que tout se résume là. Ouais. C'est ça qui est fondamental. La loi d'amour que Dieu nous demande d'observer. Et que si nous observons cette loi d'amour, il n'y a pas de problème entre les hommes. Malheureusement, les hommes, ce qui fait ça, vous savez, en fait, c'est parce que j'ai compris un truc aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis écarté de la politique. Ouais. J'ai compris que la chose la plus importante de la vie, c'est quoi? La chose la plus importante de la vie, je vais peut-être te choquer les gens qui écoutent, c'est se préparer à mourir. Oui, non, tu me choques. La chose la plus importante de la vie, c'est se préparer à mourir. Ça veut dire que couler, qui vous parlez, manquer mort ou quoi arrivé ou mort. Ouais. Et que derrière, y a-t-il quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien derrière? Alors les gens qui sont athées, le premier est réglé pour eux. Quand on est athée, on considère qu'après il n'y a plus rien, on devient poussière au bout d'un certain temps et puis c'est fini. Mais ceux qui croient
ceux qui croient que Dieu existe et que de l'autre côté, il y a une autre vie qui commence. Si on croit ça, ça veut dire que le petit moment que nous passons sur la terre, nous devons l'utiliser pour être en paix avec ce Dieu qui souhaite nous garder près de lui, non pas pour 80 ans, 100 ans, 104 ans, mais pour des milliards d'années. Donc, c'est très important, ça. Des milliards d'années. Nous avons donc intérêt à être en paix et à être avec lui parce que nous savons ni 3 questions auxquelles aucun prix Nobel n'a jamais su, ne sait répondre. Où, quand, comment. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis dit, mais la chose la plus importante, c'est être en paix avec Dieu. Ouais. Donc, j'ai laissé la politique, parce que la politique s'occupe de la vie d'aujourd'hui, mais demain, de l'autre côté, le durable, l'éternel. La politique ne s'occupe pas de ça. Et je suis devenu pasteur évangélique, et je prêche, et j'apporte la parole de Dieu, je diffuse la parole de Dieu. Je suis pasteur itinérant, à Basse-Pointe, à Morne-Rouge, au Lorrain, à Saint-Joseph, à Sainte-Marie, à Fort-de-France, à Ducorse, enfin bref, je tourne dans les communes, Saint-Luce, un peu partout. Voilà ce que je fais. Une petite question métaphysique quand même. Est-ce que tu crois qu'il y a un monde parallèle? C'est-à-dire? Un monde qui existe, qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui a un code, etc. Un monde parallèle. Il y a le monde matériel et puis tu as un monde parallèle. Mais si je crois en Dieu, c'est parce que je crois que le monde surnaturel existe. Nous avons, même si je ne vois pas ton esprit, mais je sais que tu as un corps que je vois, et je sais que tu as un esprit aussi. Je ne le vois pas pourtant, mais je sais qu'il existe un monde surnaturel. Et tout le monde sait qu'il y a un monde surnaturel. Même les gens qui ne croient pas, ils sont interpellés parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à saisir. Il n'y a pas de coïncidence, non. Il y a des choses qui n'arrivent pas à comprendre, qui les interpellent. Par exemple, le hasard, tu n'y crois pas, non? Non, je ne crois pas au hasard. Voilà. On va laisser, je ne crois pas au hasard, je crois que Dieu dispose des choses, soit parce qu'il décide de les organiser comme ça, ou bien parce qu'il permet, il tolère, il permet que les hommes puissent faire ceci ou cela, mais il a son plan, il sait ce qu'il va faire, il a des plans. Voilà, on va passer quand même sur le regard actuel, les années Covid, etc. Est-ce que ça t'a permis de faire une introspection, d'avoir un autre regard sur le monde, ces 2 ans et demi que nous sommes en train d'ailleurs de vivre toujours, les années Covid? Ça m'a permis de faire une expérience extraordinaire avec Dieu. C'est que pendant ces 2 années, j'ai décidé de faire confiance à Dieu pour affronter cette épreuve. Et le Seigneur m'a gardé. Tu entends ce que je te dis là? Oui, j'entends. On approche de la fin de l'émission. J'ai fait d'expérience et je continue à faire une expérience merveilleuse avec Dieu. Tu estimes qu'on est en train de vivre non, je ne parle pas de honte. Tu vas parler de moi. Tu me posais une question. Oui, j'ai fait une expérience extraordinaire avec Dieu et je continue à la faire avec Dieu. Non, je suis d'accord. Effectivement, c'est un autre rapport. J'ai choisi de lui faire confiance. Non, mais je vois que tu es... Alors, Sylvie, on peut parler d'une question, on va terminer comme ça d'ailleurs, ton message à l'adresse de la nouvelle génération, celle qui nous regarde aujourd'hui. Tu constates peut-être qu'il y a des montées de violence, qu'il y a des questions qu'on se pose, qu'il y a des questions existentielles, qu'il y a dans le domaine médical, on a des problèmes. Alors ton message, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, en particulier aux jeunes? Ouais. C'est le même message. Il y a beaucoup de problèmes dans la société martiniquaise. Il y a une solution. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà. L'amour. L'amour, c'est la seule solution à tous les problèmes. Alors, on va dire peut-être que je suis un peu naïf. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je prêche l'amour qu'il ne faut pas construire des routes, pas construire des écoles, il ne faut pas construire des entreprises. C'est pas ça que je veux dire. Voilà. Oui, bien sûr, il faut construire toutes ces infrastructures pour vivre. Mais, quelles que soient les infrastructures que nous allons mettre en place, si nous ne nous efforçons pas de vivre la loi d'amour avec notre prochain, ça ne va servir à rien du tout. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous avons reçu M. Raymond Collier, donc avec sa philosophie, avec ses souvenirs d'enfance. Que sont-ils devenus? Ah, mais lui, il n'a pas terminé. Hein? L'œuvre commence, n'est-ce pas, Raymond? Oui, c'est une nouvelle œuvre qui commence, qui a commencé. Merci, mesdames et messieurs. À très bientôt. Dans Quoi de neuf? Sur Zouk TV, bien sûr.